480 pour 3. 480 ml de sang prélevé peut aider, voire sauver 3 personnes. Vous imaginez, il faut donner l'équivalent d'un demi-litre de sang pour aider 3 personnes. C'est fou, non? Salut tout le monde, je suis devant l'un des nombreux établissements français du sang et aujourd'hui je vais aller donner mon sang et en même temps vous expliquer ce qu'est l'EFS. Mais pas ici parce que là il fait un peu froid. Eh ben on est bien mieux ici donc, hein? Il fait moins froid, ça je vous le dis. Déjà, pour comprendre d'où vient l'EFS, il faut déjà retracer l'histoire de la transfusion sanguine. Et ça commence en 1670. Un jeune médecin parisien du nom de Jean-Baptiste Denis tente de soigner un malade mental par transfusion, avec du sang de veau. Hélas, le patient décède et le Parlement interdira les transfusions. C'est ballot. Léger bond dans le temps. En 1902, Karl Landsteiner, désolé pour la prononciation, un médecin américain découvre le système ABO des groupes sanguins. Cette classification permettra de mieux comprendre la compatibilité des groupes sanguins et donne le premier pas vers la transfusion sanguine moderne. Ensuite, 1914, la Première Guerre mondiale est là, champ de bataille, et il n'y a pas de fleurs au fusil, il y a des blessés et des morts, ce qui constitue un terrain d'expérimentation pour les médecins. Le 16 octobre 1914, le caporal Henri Legrain devint le premier Français directement transfusé et sauvé, suivi de 43 autres transfusions dans l'année. 14 ans plus tard, en 1928 donc, le médecin Arnaud de Sanck ouvre le premier centre de transfusion sanguine à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. En 1940, Karl Landsteiner et Alexander Wiener, je vais y arriver, découvrent le facteur Rhésus, ce qui donne des transfusions de plus en plus sûres pour les receveurs. Oh, et le nom provient du macaque qui a servi pour l'expérience. Voilà, une petite info comme ça. Puis, en 1949, Arnaud de Sanck créa le Centre national de transfusion sanguine, ou autrement dit CNTS, à Paris. La même année est organisée la première collecte mobile pour répondre aux besoins en plasma d'ouvriers brûlés par une explosion dans une usine. L'année suivante, c'est la création de la FFDSB qui milite depuis toujours pour que le don du sang reste volontaire, bénévole et anonyme. En 1952, la première loi sur la transfusion sanguine est votée. 40 ans plus tard, le 4 janvier 1993, de nombreuses lois instaurent une nouvelle organisation pour garantir la sécurité des donneurs et des receveurs lors du don et de la transfusion. Le 1er janvier 2000 est créé l'établissement français du sang, suite à l'application de loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille et de la sécurité sanitaire et est placé sous tutelle du ministère de la Santé. Et oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'EFS n'a même pas un quart de siècle. L'EFS est plus jeune que moi. En 2004, l'OMS crée la Journée mondiale des donneurs de sang pour promouvoir le don du sang volontaire et bénévole, qui a lieu tous les 14 juin. 2009, l'âge limite pour le don du sang est passé de 65 à 70 ans. Et pour finir, le 10 juillet 2016, sur une décision de Marisol Touraine qui était ministre de la Santé, les hommes ayant eu ou ayant des relations sexuelles avec un autre homme peuvent de nouveau donner leur sang sous certaines conditions, sachant qu'ils ne pouvaient pas le faire depuis 1984. Ça y est, c'est bon, la partie histoire est terminée, on va passer à la suite, vous inquiétez pas. Enfin après, vous aurez toujours la tête un peu comme ça, mais voilà. Bon, maintenant concrètement, ils font quoi l'EFS? Ils collectent du sang, non? Eh bien oui, mais non. Ils ne font pas que ça, et je vais vous expliquer. Il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 professionnels qui y travaillent. On y trouve des médecins, des infirmiers, des biologistes, des techniciens de laboratoire, des pharmaciens, équipes de collecte, des chercheurs, le personnel administratif. À eux tous, ils agissent sur 4 grandes familles d'activités. Il y a d'abord la partie diagnostic. Ils assurent le diagnostic de maladies grâce à leurs expertises médicales. Et dans le cas d'une greffe ou d'une transfusion d'un patient, des examens de biologie médicale doivent obligatoirement être réalisés afin d'en assurer la sécurité et la réussite. Ils le font directement à partir d'échantillons prélevés lors du don du sang. Ensuite, il y a la collecte et le soin. De base, ils collectent le sang au sein de leur établissement ou en collecte mobile, mais ils contribuent aussi aux soins de patients atteints de maladies chroniques, génétiques, de cancer ou de victimes d'accidents graves qui ont besoin de transfusions sanguines ou d'une greffe. Ils fournissent bien sûr les produits sanguins, cellules et tissus nécessaires aux établissements de santé afin de soigner ces patients. Ils assurent également des soins de proximité dans des centres de soins dédiés pour des patients souffrant par exemple de drépanocytose, d'hémochromatose ou de leucémie, des maladies liées au sang. Puis il y a l'innovation.
L'EFS est un acteur de l'innovation grâce à leur expertise sur la cellule, pour mettre au point des procédés et des traitements médicaux de pointe. Leur établissement a structuré au fil du temps tout un écosystème de recherche et d'innovation. De cette activité naissent des thérapies innovantes qu'ils peuvent produire dans leur plateforme pharmaceutique. Et pour finir, la formation et la coopération. Ils forment et accompagnent des professionnels de santé en France et dans le monde, en leur transmettant leurs connaissances aiguisées du sang, et ce dans ce but d'assurer la meilleure prise en charge possible des patients. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur le FS, concentrons-nous maintenant sur le sang, ce liquide rouge indispensable à notre vie. Il est composé de plusieurs choses. Déjà, le plasma, qui est le liquide permettant d'acheminer les différentes cellules et nutriments dans notre corps. Ensuite, les globules blancs, ou leucocytes, qui constituent le système immunitaire. Puis les plaquettes, qui coagulent pour arrêter les saignements. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les hématies, ce sont les globules rouges. Ces hématies comportent des antigènes différents selon leur groupe sanguin. C'est grâce à cela que le docteur Karl Landsteiner définit le système ABO et plus tard le facteur Rhésus. Voyez les antigènes comme des étiquettes. Si votre antigène est A, vous êtes du groupe A. Si votre antigène est B, vous êtes du groupe B. Si votre antigène est A et B, vous êtes du groupe AB. Et si vous n'avez pas d'antigène, vous êtes du groupe O. Voilà. Pour chaque antigène que nous n'avons pas, on a un anticorps. Pour le groupe A, on a un anticorps anti-B, pour le groupe B, un anticorps anti-A, pour le groupe O, un anticorps anti-A et B, et pour le groupe AB, aucun anticorps. Bon, pour l'instant, ça va, c'est simple. Mais avec le facteur Rhésus, c'est une autre histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails car c'est complexe à expliquer, et à la fin de la vidéo, vous allez avoir la tête comme ça, enfin, sauf si c'est déjà le cas, hein, ça ne m'étonnerait pas. Mais en gros, c'est un antigène nommé D qui est présent ou non dans votre sang. C'est le petit plus ou le petit moins à côté de votre groupe sanguin, comme A+, ou B-. Vous avez un Rhésus positif si vous avez l'antigène et un Rhésus négatif si vous ne l'avez pas. Avec un Rhésus négatif, vous pouvez donner à des Rhésus négatifs et positifs, mais si vous avez un Rhésus positif, vous ne pouvez donner qu'à des positifs. Ça va? Je vous ai pas trop perdu? Bon, à partir de ces informations, voici un tableau regroupant tous les groupes sanguins, qui explique simplement qui peut donner et qui peut recevoir. Par exemple, moi je suis A+, donc je peux seulement donner à A+, et AB+. Par contre, je peux recevoir de O+, O-, A+, et A-. Vous pouvez aussi voir sur ce tableau que O- est donneur universel, car il n'a aucune étiquette A et B, et son Rhésus est négatif. Par contre, il ne peut recevoir que du O-. C'est vraiment le groupe sanguin le plus altruiste. Et à l'inverse, AB+, est un receveur universel, car il a l'étiquette A et B, et son Rhésus est positif. Et en plus, il ne peut donner qu'à lui-même. L'égoïsme par excellence. Maintenant que ça c'est fait, il reste à savoir si on peut effectuer un don ou pas. Parce que oui, il y a quand même des contre-indications. Et il en existe 4 types. Il y a des contre-indications liées à des actes de soins, un état de santé ou des antécédents médicaux. Il y a des contre-indications liées à des pratiques sexuelles, des contre-indications liées à des séjours à l'étranger et des contre-indications liées à des pratiques personnelles. Avant de faire un don, vous pouvez vérifier si vous êtes apte ou non en répondant à un questionnaire sur le site de l'EFS ou leur application. Ça prend 5 minutes et ça vous évite de vous déplacer pour rien s'il y a une éventuelle contre-indication. Après, le questionnaire ne fait pas office de validation. Ce seront les professionnels sur place qui pourront attester si oui ou non vous êtes apte. Il est possible de donner son sang plusieurs fois par an, en respectant un délai minimum de 8 semaines entre 2 dons. Les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an et les femmes 4 fois. Concrètement, comment se passe le don ? Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 types de dons différents à l'EFS. Il y a bien sûr le don du sang, mais aussi le don de plasma et le don de plaquettes. Pour les 3, au début, c'est la même chose. Il faut faire le test en ligne, puis chercher le centre de collecte le plus proche, que ce soit un établissement ou une collecte mobile, grâce au site ou sur l'appli. Avant de venir, pensez à manger et vous hydrater. C'est très important, il ne faut pas venir à jeun. Une fois sur place, l'équipe vous accueille, vérifie votre pièce d'identité, vous remet le questionnaire préalable au don qui est à compléter avant l'entretien médical. Puis, l'entretien médical est effectué par le ou la médecin ou l'infirmier et l'infirmière, qui vous diront si oui ou non vous êtes apte à donner. Si vous ne pouvez pas, l'équipe vous expliquera pourquoi. Et ne vous inquiétez pas, dans la majorité des cas, vous pourrez revenir une prochaine fois pour effectuer un don. Ensuite, le don sera différent en fonction de celui que vous avez choisi. Pour le sang, ça dure 10 minutes. Vous êtes en position allongée, relax, pendant qu'on vous prélève environ 420 à 480 ml de sang. Pour le plasma, ça dure 45 minutes, vous êtes aussi allongé,
Votre sang est prélevé et circule dans un automate qui sépare le plasma des autres composants et vous restitue le reste. Il fait ça pendant quelques cycles jusqu'à atteindre le volume programmé. Et pour les plaquettes, ça dure 1h30. Vous êtes toujours allongé et c'est comme pour le plasma. Votre sang circule dans l'automate et sépare les plaquettes du reste jusqu'à atteindre le volume programmé. Quand le don est fini, direction la collation, qui dure minimum 20 minutes. En compagnie d'autres volontaires, le temps de reprendre des forces et sous l'œil bienveillant de l'équipe médicale. Et après le don, du coup. Déjà, veillez à bien vous hydrater. Pour le don de plasma et de plaquettes, il n'y a pas de précaution alimentaire particulière. Mais pour le don du sang, il est conseillé de prendre une alimentation riche en fer. Lentilles, pois, viande, etc. Et surtout, évitez l'alcool. Oui, je parle au-dessus du fond là-bas. Oui, vous. Et si sous 15 jours après votre don, vous avez de la fièvre ou autre signe d'infection, appelez directement le don du sang, pour votre sécurité et celui du receveur. Ça y est, vous avez fait votre bonne action. Vous avez donné votre sang, mais la poche, elle devient quoi? Sachez que pendant que l'on prélevait votre sang, l'infirmier ou l'infirmière a également prélevé des tubes échantillons pour dépister d'éventuelles anomalies qui circuleraient dans votre sang. Virus, bactéries, etc. C'est la qualification biologique des dons. S'il y a une quelconque anomalie, les tests sont refaits immédiatement. Puis s'il y a une confirmation d'anomalie, la poche est écartée du circuit transfusionnel et le donneur est prévenu. Le jour même, la poche de sang est préparée et filtrée. On retire les globules blancs car elles entraîneraient des effets indésirables chez le receveur. Puis la poche est centrifugée pour séparer les éléments restants, les plaquettes, le plasma, les globules rouges, car ces 3 éléments peuvent aider 3 patients différents. Vous comprenez mieux ce que je vous ai dit en début de vidéo, 480 pour 3. Bon, ça y est, les différents contrôles sont effectués, les éléments séparés. Ils sont maintenant prêts à être distribués dans les hôpitaux et les cliniques les plus proches, car ce sont des produits périssables. Le plasma dure 365 jours et c'est utilisé pour les grands brûlés, les hémophiles et les immunodéprimés. Les globules rouges, c'est 42 jours et c'est utilisé pour les maladies du sang, les anémies, les opérations chirurgicales, les accidents et les accouchements. Et les plaquettes, seulement 7 jours et sont utilisées pour les personnes atteintes de leucémie, de lymphome ou ceux qui suivent une chimiothérapie. Bon, ça y est, je crois que j'ai tout dit. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Je sais que ça fait pas mal de choses à comprendre d'un coup. Sachez que tout ce que je viens de dire est disponible sur le site de l'EFS. Ils n'ont rien à cacher. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous avez des doutes sur les dons, n'hésitez pas à aller sur leur site ou à contacter directement l'établissement français du sang le plus proche de chez vous et ils répondront à toutes vos questions. Et si ça vous intéresse, l'EFS a aussi une chaîne YouTube. Allez-y si vous êtes curieux. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format qui était un petit peu spécial. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout, restez curieux.